On va attendre encore quelques petites secondes avant de démarrer que les personnes nous rejoignent. Et puis on débutera à 11h16 précisément. Parfait. Voilà, eh bien, on va commencer. Alors, il existe beaucoup d'articles sur l'intelligence émotionnelle. On en parle de gérer, de maîtriser, contrôler, comprendre, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas toujours clair. L'intelligence émotionnelle est la capacité à comprendre et à gérer nos émotions, nous dit Michael Page. Ça ne nous avance pas beaucoup. Coleman, lui, nous dit, je cite, la partie du cerveau sur laquelle s'appuie l'intelligence émotionnelle et sociale est le dernier circuit du cerveau à atteindre sa maturité. Donc, au-delà de 30 ans, au-delà parfois de 40 ans, c'est individuel. Alors, peut-être qu'on devrait plutôt parler d'éducation émotionnelle plutôt que d'intelligence émotionnelle. Bref, l'intelligence émotionnelle est à la mode, entre levier formidable de collaboration et de performance, et puis difficulté à l'aborder et à la mettre en œuvre. Si c'est votre préoccupation, eh bien vous êtes au bon endroit, c'est notre sujet du jour. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur comment mettre en place, l'intelligence émotionnelle dans le quotidien de votre équipe. Alors, je suis accompagné de Emma, qui est coach d'équipe et puis spécialiste d'intelligence émotionnelle. Bonjour Emma. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, Emma? Oui, bien sûr. Alors, je suis coach d'équipe et executive coach, comme vient le dire Serge. Je suis aussi facilitatrice et formatrice, certifiée en intelligence émotionnelle avec un passé de dirigeante DRH exactement dans la grande distribution pendant plus de 20 ans. Merci. Quant à moi, je suis coach d'organisation. C'est un métier qui consiste à faciliter les changements dans les entreprises en utilisant différentes démarches, postures, approches, notamment le coaching d'équipe, la facilitation, le consulting, le design, la formation, le mentorship, etc. Et puis, accessoirement, je suis aussi le créateur et le directeur de Changeable. Nous avons également avec nous Pascal, qui est coach d'équipe, qui, vous ne l'entendrez pas, vous ne la verrez pas, vous voyez sa petite photo qui est là, c'est elle qui va modérer le chat aujourd'hui. Merci Pascal et bonjour à toi. Et puis je remercie également Laurence Goivert, qui est thérapeute en dynamique émotionnelle et puis enseignante également à l'école de thérapie de dynamique émotionnelle exprimée, qui a contribué à la préparation de ce webinaire. Alors peut-être pourriez-vous envoyer un petit message dans le chat pour vérifier que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, qu'il n'y a pas de problème technique et que l'on peut donc commencer le cœur du sujet. Message auquel Pascal pourra répondre, bien sûr. Voilà, je ne vois pas trop de messages, donc a priori ça doit être bon. Tout est OK, nous dit Laetitia, c'est parfait. Merci Laetitia. Voilà, et puis vous avez également 3 petits boutons en bas de votre écran. Si vous souhaitez approfondir un sujet avec nous, et notamment d'un point de vue un peu confidentiel, vous pouvez prendre un petit rendez-vous 15-30 minutes avec nous. Donc il y a un bouton spécifique pour ça, approfondir. Vous avez aussi, si vous souhaitez le support du webinaire, un petit bouton pour le demander. Et puis si vous souhaitez simplement nous suivre sur LinkedIn, nos publications, nos prochains événements, vous pouvez également, avec un petit bouton, le faire. Voilà, j'en ai terminé pour les petites introductions et messages de préparation. Ok, alors dis-moi Serge, pourquoi l'intelligence émotionnelle serait judicieuse à mettre en place dans les équipes? Eh bien, il ne vous aura pas échappé qu'on est passé rapidement, je mets du taylorisme à un monde VUCA. Sommes-nous vraiment sortis du taylorisme? Probablement pas. Mais en tout cas, on cumule ce taylorisme et ce monde VUCA avec une caractéristique qui est centrale, c'est que le changement permanent est devenu le new normal. Et on le sait, le futur du travail va être fait de changements pour nous, pour vous, pour les collaborateurs de vos compagnies, etc. Et changer en continu, ça demande d'utiliser mieux nos émotions.
pour préserver notre équilibre personnel, premier point, pour communiquer aussi, les émotions, ça sert à communiquer. Et puis, également, le faire pour soi, c'est bien, mais le changement rapide à haute fréquence continue, comme je dis souvent, en fait, ça repose sur la collaboration intense. Et donc, cette collaboration, elle repose sur la communication et donc sur les émotions, etc. Donc, on a tout intérêt, en effet, aujourd'hui, à remettre le sujet des émotions au cœur de la vie des équipes et des organisations. Alors, concernant les bénéfices, quels bénéfices on peut attendre? Eh bien, finalement, il y a un premier bénéfice, c'est cette question d'humanisation. Donc, on est très RSE là-dedans. C'est-à-dire que si je suis moi-même, avec mes émotions présentes dans mes interactions avec mes collègues, avec mes clients, avec mes fournisseurs, etc., voilà, il y a une dimension d'humanisation qui se fait. Et donc, on est dans cette notion de travailler durable, finalement, et qui se répercute notamment sur la santé. On est évidemment dans un bénéfice qui va être sur la communication, avec une intensification et de la qualité, une amélioration de la qualité de la communication entre pairs, entre clients, fournisseurs, etc. On va utiliser aussi l'effet de régulation d'équipe. La dynamique de régulation d'une équipe, elle joue, elle écrète finalement les émotions qui sont fortes, notamment les basses, et donc ça va permettre de renforcer cette dynamique-là, et puis d'accroître la résilience évidemment des équipes. On va en effet direct renforcer la cohésion des équipes et évidemment favoriser l'engagement de chacun, des collaborateurs, des membres de l'équipe, faciliter la collaboration évidemment, et puis in fine, indirectement, c'est quand même ça qu'on cherche, c'est augmenter la performance de l'équipe et qui se traduit par la performance de l'entreprise. Et puis, je dirais que le principal effet négatif quand même de l'absence d'utilisation des émotions, c'est en fait les conflits. Imaginez que vous êtes une start-up avec une dizaine de collaborateurs, que vous n'arrivez pas très bien à utiliser les émotions, que les tensions commencent à s'accumuler, à dégénérer, et boum, conflit. Et puis parfois, malheureusement, on arrive aussi à des affrontements. Là, ça devient un petit peu compliqué d'intervenir, parce qu'on sait que des gens vont partir. Et que du coup, ça signifie un arrêt du développement de l'entreprise, plus ou moins long, et que ça va être compliqué. Et on voit bien sur cette start-up l'effet négatif que ça peut avoir. Il se passe exactement la même chose dans les grandes entreprises, sauf qu'on le voit moins, parce que l'impact sur le développement de l'entreprise, sur le développement des solutions, etc., il est moins flagrant. Mais néanmoins, il se produit la même chose. On a ces coups d'arrêt finalement dans la dynamique de collaboration des équipes, dans la création du contenu, la production des équipes, et donc leur performance. Donc, voilà, différents bénéfices. Ensuite, ce que l'on voit, c'est que malgré la connaissance de ces bénéfices, finalement, les gens sont plutôt OK sur le principe, mais ça reste quand même le déploiement d'intelligence émotionnelle très individuel, avec des mises en place qui se font un peu à minima. Par exemple, on va faire un test, puis après un petit débrief en équipe, et puis hop, c'est tout. Le savoir n'est pas utilisé, évidemment. Il y a un inconfort général à parler de nos émotions face à certaines situations professionnelles, qui est toujours présent, ce n'est pas dans nos normes sociales. Évidemment. Et puis après, il y a des questions qui sont assez légitimes, qui se posent. Est-ce qu'on est assez à l'aise pour pouvoir, tout le monde est assez à l'aise pour pouvoir parler de ses émotions au travail? Pas sûr. Jusqu'où je vais pouvoir en parler, surtout quand je suis un manager ou un directeur, voilà, est-ce que je peux me permettre ou pas? Voilà. Donc finalement, à la fois un véritable levier de bien-être et de performance, OK, mais le comment le mettre dans le quotidien, ça en fait, on est assez maladroit encore, pas forcément mûr sur ces questions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a déjà un certain nombre de démarches qui existent dans les organisations, certainement les vôtres aussi, qui s'appuient sur les émotions. Et donc, on va notamment voir quand il y a des travaux sur le changement de culture ou sur les travaux de cohésion d'équipe ou de collaboration ou de mise en place de nouveaux leaderships. Passer du contrôle, à la maîtrise, qui est un peu le message subliminal sur ce sujet-là. Voilà. Et donc, ce qu'on va regarder un peu aujourd'hui, c'est comment, finalement,
comment on peut mettre en place dans ces démarches-là quelque chose de l'ordre de la mise en place, de l'implémentation de l'intelligence émotionnelle. Alors peut-être quelques mots sur Changeable. Sans surprise, Changeable, on fait du changement, on travaille sur le changement. Et notre objectif, notre mission, c'est de vous aider à devenir changeable. C'est-à-dire de vous aider à changer votre façon de changer pour changer mieux, plus vite et plus durable. On a deux grandes activités pour ça. Une activité de développement de votre capacité à changer et puis une activité d'accompagnement de vos changements. On travaille sur des thématiques assez classiques, j'ai envie de dire, avec des méthodes un petit peu particulières en revanche. Le leadership, pour concevoir, déployer des leaderships qui soient 21e siècle. Sur la culture également, travailler, dessiner des nouvelles cultures, faire évoluer, ajuster les cultures pour les faire correspondre finalement aux enjeux du 21e siècle. Sur le management, on est dans la même veine. Et puis on travaille évidemment sur des projets de transformation, de change, en les accompagnant, en concevant les démarches de changement ou propagation du changement. Et puis on a également quelques activités, notamment liées sur l'IA avec un sujet culturel là, entre IA, qu'apporte l'IA en fait, qui est vraiment spécifique. Et puis pour les startups qui connaissent des phases de changement qui sont assez violentes, assez rapides, etc., il y a des cycles particuliers. Sur l'intelligence émotionnelle, nous, on intervient du test de diagnostic, en passant par évidemment tous les débriefings, un certain nombre d'ateliers, de prise de conscience, d'exploration, d'expérimentation ou de formation sur l'intelligence émotionnelle. Et puis, évidemment, pour aller plus loin, on a aussi des approches de démarche de déploiement de l'intelligence émotionnelle dans le quotidien, dans un certain nombre d'équipes, dans une direction, etc. Et puis on les accompagne, bien entendu, dans le temps. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce qu'on voulait vous proposer, c'était de parler d'abord un petit peu des émotions, faire un petit point dessus, et puis regarder ensuite quelques leviers pour le mettre en place. Qu'en penses-tu, Emma? Parfait, allons-y. Alors, pour commencer, Serge, Pascal et moi, on aimerait vous connaître un peu plus et faire connaissance avec vous. Et on va vous inviter à répondre à une première question dans le chat. Utilisez-vous l'intelligence émotionnelle au quotidien dans votre équipe? Et on attend vos réponses. Alors, Pascal a ouvert le sondage. Voilà. On va vous laisser on va dire 30 secondes pour boucler ça. Et puis ensuite... Oui, nous dit Nathalie dans le chat. Très, très bien. Ah, il y a des noms aussi. Voilà. 8. Allez, les 10 dernières secondes. Puis ensuite, on clôturera. Allez, je ferme les votes. Voilà, vous devez pouvoir voir les résultats. Donc, majorité, c'est parfois, donc Ouais. aux 3/4. Aux 3/4. Et puis, il y en a quand même une personne qui nous a dit tout le temps, voilà, il y a la raison quelque part, on l'utilise tout le temps, notre intelligence émotionnelle. Mais est-ce que c'est à dessein, est-ce que c'est volontaire? C'est peut-être, c'est ce qu'on va voir. Si vous avez une question, en tout cas, sur l'intelligence émotionnelle pendant notre petite prise de parole, vous nous posez la question dans le chat, on y reviendra à la fin. Emma, qu'est-ce que c'est une émotion? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu? Avec plaisir. Alors, pour expliquer, Serge, ce qu'est une émotion, j'aime bien prendre l'exemple du lion et de la souris dans une salle. Vous imaginez, vous arrivez dans une salle et là, vous voyez un lion. Tout de suite, automatiquement, vous avez une pensée. En tous les cas, moi, je me dis, il va me manger.
il va se faire un bon repas avec moi. Et ça, c'est ce qu'on appelle une pensée associée. Et associée à ça, je vais avoir une émotion qui est la peur. Et cette peur, au bout du bout, elle va être salvatrice, hein, puisqu'elle va me permettre d'agir et de réagir. Elle va me donner l'énergie pour me protéger moi et aussi protéger les autres. L'émotion, donc on le voit là, c'est ici la peur qui devient une information que m'envoie mon cerveau en réaction à un stimulus externe pour agir et réagir. Maintenant, Serge, si je mets une souris dans la salle, ce qui est intéressant, c'est que certains vont avoir peur et puis d'autres pas du tout. Évidemment, si j'ai toujours vécu à la campagne, j'ai pas peur d'une souris. Maintenant, si j'ai toujours vécu dans un appartement à Paris ou dans une grande ville, eh ben ouais, une souris dans mon appartement, ça peut me faire bondir. Et donc ça nous permet de voir que l'émotion, elle est étroitement liée à notre histoire, elle est complètement subjective et personnelle. Donc l'émotion, c'est bien une réaction interne à un événement externe et la réaction est liée à notre vie intérieure, notre histoire. Et c'est pour ça d'ailleurs, Serge, qu'on ne va pas vivre une même situation, tous avec les mêmes émotions, mais bien avec des émotions à différents degrés. Alors l'émotion, on va voir qu'elle implique plusieurs phénomènes. Hein. C'est une réponse physiologique, mais qui va impliquer des phénomènes neurologiques, puisque les émotions sont logées dans le système limbique, ce cerveau, ce deuxième cerveau. Et puis, elles impliquent aussi des phénomènes biologiques, puisque ça va induire des sensations aussi bien de la sueur, des tremblements, du bâillement. Et puis aussi, elles impliquent des phénomènes psychologiques, puisque là, on parle aussi de perception, et tout ça, ça se passe bien dans ma tête. Et puis aussi, on va voir parfois que les émotions, il y en a plusieurs qui se jouent en même temps et qui se chevauchent. Voilà, Serge, ce qu'est une émotion, la définition de l'émotion. Donc, ce qu'on peut en conclure, hein, c'est que c'est profondément complexe. On ne va pas tout comprendre, on ne va pas tout maîtriser, on ne va pas tout gérer, qu'il faut sortir du mythe un peu de la toute-puissance sur la question des émotions. Oui, complètement. Mais par contre, Serge, ce qu'on voit, c'est qu'on peut s'entraîner à faire fonctionner de façon plus vertueuse ce process-là que je viens de mettre en évidence et qui est l'intelligence émotionnelle dont on va parler par la suite. Et ça, c'est une super bonne nouvelle que nous ont apporté et qu'ont conforté les neurosciences. Alors, est-ce que c'est le contrôle des émotions qui nous intéresse dans l'intelligence émotionnelle? Alors, non, Serge, on va arrêter de parler de maîtriser ses émotions. C'est juste pas possible de maîtriser ses émotions. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'apprivoiser ses émotions pour orienter au mieux ses choix, des comportements, ou voire même en entreprise, des décisions. Alors, ça se passe comment? Ça se passe d'abord à mon niveau, à moi. C'est ce qu'on appelle la dimension intrapersonnelle. C'est d'apprendre à percevoir, à accueillir, à écouter, à nommer et à exprimer ses émotions. Et puis ensuite, ça se passe avec l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dimension interpersonnelle, quand je commence à interagir. Et là, l'idée, c'est de faire pareil avec l'émotion de l'autre, de la percevoir et d'être capable aussi de l'accueillir. Et puis ensuite, l'intelligence émotionnelle, c'est surtout quoi? C'est d'utiliser ces deux informations pour agir en conséquence et pour choisir en pleine conscience, soit d'adapter, d'ajuster un comportement, par exemple, ou même de revoir une décision en fonction de ces deux informations intrapersonnelles et interpersonnelles. Et ce qui va nous intéresser en entreprise, Serge, c'est bien de mettre en œuvre ce process que je viens de vous citer et de s'entraîner à traverser des situations que je vais de toute façon obligatoirement vivre. C'est ce qu'elles sont obligatoirement là et elles vont émerger. Mais s'entraîner comme ça, vivre ces situations, c'est ce qu'on va appeler l'habituation. Et l'habituation, c'est plus on va s'habituer et moins on va être impacté par l'intensité de ses émotions. Et ça, c'est le principe même pour ceux qui connaissent et qui sont avec nous aujourd'hui de la TCC et de la thérapie comportementaliste. Alors, dans ce webinaire, est-ce qu'il y a des croyances quand même qui fondent notre discours,
Complètement, ouais. Alors, chez Changeable, on a deux croyances très fortes. Une première croyance, c'est que l'intelligence émotionnelle, comme je viens de vous le dire, elle peut se jouer solo. C'est l'intrapersonnel. Mais en entreprise, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir la jouer à deux et de la faire progresser. C'est un petit peu, tu vois, Serge, comme si tu joues au ping-pong. Si tu joues tout seul, eh ben, tu ne vas pas progresser. Mais c'est bien avec quelqu'un en face de toi et dans l'interaction que tu vas pouvoir progresser. Donc, l'intelligence émotionnelle, elle peut se développer au sein de l'équipe, dans l'interaction, mais attention, avec un prérequis, il faut qu'on lui donne de la place et qu'on lui donne un cadre sécurisé, mais ça, Serge, tu nous en parleras après. La deuxième croyance que nous, on a chez Changeable, c'est qu'en travaillant ensemble, cette IE, eh ben, c'est sûr, on va influencer notre performance globale, puisqu'on va redéfinir, on le verra aussi après, certaines normes sociales et on va s'ajuster en fonction des besoins de l'équipe. Et c'est dans ce cadre-là que nous réfléchissons et que nous vous proposons la suite du séminaire, Serge. Peut-être une question, pourquoi est-ce que c'est si difficile de parler des émotions, de nos émotions? Ouais, c'est bien compliqué de parler de ses émotions. Ben, pourquoi? Parce que exprimer ses émotions, c'est parler. Et parler de ses émotions, c'est venir en quelque sorte challenger un système de protection que l'on a soi, mais aussi que la société nous a bien mis en place pour nous, de sorte à éviter des débordements. Eh ben, on va parler évidemment de débordements, par exemple, émotionnels. Donc, parler, c'est déjà affronter certaines normes sociales. Et puis, parler de ses émotions aussi, Serge, c'est affronter l'autre en quelque sorte. Si je parle de mes émotions, ben, je me mets quand même un peu à nu. Et si je me mets à nu, je me rends lisible par l'autre. Et donc, potentiellement, je peux lui donner le pouvoir d'agir sur moi. Et je me rends vulnérable. C'est cette fameuse vulnérabilité dont on parle beaucoup en ce moment. Et ça, on n'a pas l'habitude. Et c'est difficile. Et c'est difficile d'être vulnérable. Donc, ce système de protection, il est bien là en place et il n'est surtout pas question de l'enlever. C'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est d'alléger ce système de protection en exprimant nos émotions. Et on va voir que pour faire fonctionner l'IE en équipe, ça sera possible, mais Serge, je tiens à préciser, sous certaines conditions, il faut que les équipes, elles en aient besoin, il faut qu'elles en aient envie, parce que qui dit challenge, dit c'est compliqué. Et puis aussi, ce sont des équipes qui vont devoir avoir développé une certaine maturité, que ce soit en collaboration ou en termes de confiance. Donc, il y a des prérequis, car si c'est mal fait, Serge, ça ne se fera pas. Alors, je vous ai remis ici les bénéfices que j'ai évoqués tout à l'heure. Et puis avec cette question de nos problématiques, comment mettre l'intelligence collective dans le quotidien d'une équipe. Et nous, on entend finalement, on observe un certain nombre de mots du type on ne mélange pas le pro et le perso, au boulot il n'y a pas de place pour les émotions, je ne suis pas à l'aise pour parler de mes émotions, blablabla. Finalement, moi, ça me fait penser à deux choses. C'est que, on a conscience que finalement, les émotions, s'il y a toutes ces phrases qui s'expriment, c'est qu'on a déjà expérimenté finalement l'usage, l'utilisation ou l'expression de ces émotions finalement dans le quotidien, mais que finalement, l'expérience n'a pas été convaincante. Et elle n'a pas donné envie d'aller plus loin, de réitérer. Elle n'a pas apporté des bénéfices immédiats. Voilà. Alors, comment on pourrait rendre cette expérience convaincante? Voilà, c'est ce qu'on va voir maintenant. Le premier, tu abordais le sujet tout à l'heure, c'est de créer un espace. C'est-à-dire que souvent, quand moi je commence un coaching d'équipe, par exemple, les personnes me remercient. Au début, quand je ne comprenais pas très très bien. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est souvent la première fois que des personnes peuvent s'exprimer, dire ce qu'elles ressentent, dire ce qu'elles pensent, à côté de leurs collègues de travail qui les écoutent. Et donc, quand il n'y a pas d'espace, finalement, nécessairement les émotions s'expriment, mais elles ne vont pas être canalisées, elles vont être exprimées à la machine à café, sur le parking, dans un mail, avec du jugement, etc. Donc, tout ce qu'on ne veut pas.
Donc, du coup, voilà, l'idée, le concept derrière, c'est de dire, si je choisis une place pour qu'on puisse aborder ou utiliser ces émotions, finalement, ça peut être très intéressant. Alors, l'importance de cela, parce que changer, je vous la fais courte, c'est travailler sur ses émotions. Hein, ça va être créer des nouvelles habitudes, créer des nouveaux process, créer des nouvelles choses, peu importe. C'est collaborer, donc ça repose sur les émotions. Et les émotions nous connectent avec notre vulnérabilité, notre insécurité ou notre inconfort, finalement. Ensuite, créer un espace pour utiliser ces émotions. On l'a vu, ça pouvait apporter des bénéfices, mais ça coûte de l'énergie. Et il faut être bien connecté aux bénéfices pour qu'on soit bien connecté aussi aux coûts et qu'on fasse cet ajustement entre les deux. Et cette balance, quelque part, cet équilibre. Alors, comment on agit dessus? La première des choses, pour nous, c'est de poser les fondations. Les fondations, c'est un lieu, c'est du temps, un facilitateur, un cadre, un gardien, un accord. Dans cette notion perso-pro, finalement, on voit qu'elle n'a pas de sens. Hein, on ressent sans cesse des émotions. Et donc, il y a une dimension de cadre, en fait, qui est extrêmement important à poser, qui peut être fait de manière collaborative, qui va s'ajuster un peu aux différentes personnes et à la maturité émotionnelle, finalement, des différentes personnes qui composent votre équipe. Ça, c'est quand même quelque chose d'important, la construction ensemble de ce cadre. Ce cadre, il doit être extrêmement protecteur. S'il y a un jugement qui s'exprime, il doit être immédiatement recadré. Sinon, vous insécurisez tout le monde et plus personne ne s'exprimera. Vous connaissez, j'imagine, déjà le principe, vous l'avez certainement vécu. L'accord, ensuite, il est extrêmement important. C'est qu'on ne peut pas s'engager dans une démarche avec son équipe si on est seul manager, par exemple, à vouloir le faire. Il faut que l'équipe puisse donner son accord avec le cadre, avec le gardien, avec le lieu, le temps, etc. Ça, ces éléments, surtout au début, au démarrage, c'est indispensable. Ce qu'on va chercher surtout à éviter au début, c'est évidemment tous les effets négatifs. Donc, on va surprotéger pour permettre de voir la petite bouture, la petite feuille qui perce, le petit bénéfice qui ensuite grandira, amènera d'autres choses. Et puis, le manager, il n'est pas exclu du truc. Au contraire, il est partie prenante. Il doit jouer à fond son rôle. Hein, sinon, ça ne fonctionnera pas. Il y a une deuxième chose qui est importante, c'est agir sur la capacité d'accueil. Notre capacité d'accueil, quand il y a notre collègue qui s'exprime, qui peut s'exprimer intimement sur qu'est-ce qu'il ressent par rapport à une situation professionnelle émotionnellement et qui le gêne, qui l'embête, qui l'empêche d'aller plus loin ou qui bloque sa créativité, etc. Voilà, accueillir, ça veut dire se taire. Ça veut dire ne pas juger. Ça veut dire se poser soi-même la question de est-ce que j'ai pas ça aussi ou comment je suis différent de lui, etc. Donc cette posture d'accueil, elle est aussi à apprendre pour certains ou à développer. Il y a la question des nudges qui est importante, c'est-à-dire un nudge, c'est une manière d'organiser l'environnement et l'espace qui permet aux individus de normaliser dans l'environnement quelque chose, et donc notamment, pourquoi pas, les émotions. Et donc ça, c'est intéressant de pouvoir l'utiliser avec éventuellement des affichages à disposition de vos bureaux ou de votre espace, etc. Ou dans le choix de l'espace que vous allez créer ou que vous allez choisir pour animer. Ça peut être la cafétéria, ça peut être le café, ça peut être, je sais pas. Enfin, le café, c'est une mauvaise idée, il faut que ce soit quand même un lieu protégé. Voilà, on le sait, de toute façon, la plupart de nos choix sont influencés par nos émotions immédiates, par notre expérience passée, les normes sociales en vigueur. Hein, donc, il faut jouer là-dessus pour pouvoir challenger finalement avec ce cadre, cet espace, ces normes sociales, pour que ça devienne la normalité de pouvoir utiliser ces émotions. Parce que parler de ces émotions, c'est bien, mais ce qui est plus intéressant, c'est de l'utiliser, c'est de dire, tiens, mais en fait, ce qu'on ressent là, on n'est peut-être pas les seuls à ressentir. Évidemment, ça nous donne des idées pour aller perfectionner un produit, perfectionner une communication, etc. pour la suite. Les témoignages sont intéressants aussi pour aller faire toucher du doigt, surtout au début, les bénéfices. Donc ça, il y a des gens qui ont déjà mis en place
de l'intelligence émotionnelle dans son équipe. Donc ça, vous pouvez l'utiliser, bien sûr. Quel impact ça a tout ça? On sécurise, on va le répéter souvent. On encourage à parler tes émotions. Encore une fois, l'objectif, c'est pas d'en parler, c'est après de l'utiliser. C'est une matière première qui nous sert ensuite de matière à réflexion, à créativité, etc. On humanise, on a un one me, je suis unique et singulier, et mes émotions, elles sont là, et donc il faut que j'en fasse quelque chose. On s'engage ensemble, il y a cette dimension qui est très importante. On y va en équipe. C'est pas parce que les autres équipes ne le font pas que nous, on n'a pas la possibilité de le faire. Et puis, on a un travail sur la neutralisation des tensions. C'est que dès lors qu'on commence à ouvrir un peu, les premiers sujets qui vont être abordés, ça va être des sujets de tension. Donc, on le sait, il va falloir désamorcer un peu le truc, etc. Mais ça a un effet plutôt vertueux. Ça m'amène à une première remarque qui est, est-ce que vous pouvez le faire seul, est-ce que vous pouvez le faire accompagné? Au début, peut-être qu'il vaut mieux le faire accompagné, avec quelqu'un qui va poser ce cadre, être vraiment le gardien de ce cadre avant de le transmettre à votre équipe. Mais rien ne vous empêche évidemment de le faire seul. Voilà pour ce premier levier, créer un espace. Alors, le deuxième levier dont on a envie de vous parler, c'est la rétrospective. Alors ici, on parle de rétrospective dans l'approche des méthodes agiles, qui est l'idée de relire une période avant de la clôturer. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait une rétrospective, c'est-à-dire qu'on relit une période avant de passer à autre chose, on va souvent commenter des chiffres, on va commenter des événements, et souvent il y a des petites phrases qui s'invitent du style « Waouh, c'était pas facile, hein. Oh là là, ça m'a demandé un gros travail. Voilà, c'était chaud comme période. » Ce sont des petites phrases qui traduisent ce que les personnes ont vécu, et elles s'invitent toutes seules. Ben oui, elles s'invitent toutes seules car on demande rarement aux personnes ce qu'elles ont vécu émotionnellement durant ces périodes. Alors l'idée de la rétrospective, c'est de pouvoir relire une période sur tous ces aspects, mais quand je dis tous ces aspects, c'est aussi, y compris, celui des émotions. Et pourquoi c'est important? Parce que durant une rétrospective, on va parler de faits, évidemment. Et lié à ces faits, on va entendre, comme je viens de le dire, tu vois, je ne veux plus vivre ça, Serge. Plus jamais, quoi. Ou alors, au contraire, j'en veux plus. C'était top. Et donc là, quand même, nos équipes, elles nous parlent d'engagement et de désengagement. Donc, c'est quand même super important. Et puis aussi, dans une rétrospective, si on parle des émotions, tu viens de le dire tout à l'heure, on va aussi apprendre sur soi des autres. Et puis, on a tous vécu peut-être à un moment aussi cette émotion. Et puis aussi, c'est important parce que ça va mettre en place encore plus de confiance et plus d'engagement au sein de l'équipe. Alors, comment on peut agir? L'idée, là, c'est de mettre l'émotion en observation, comme on le fait dans une rétrospective sur tous les autres items de la rétrospective. Et du coup, on va mettre l'émotion en amélioration continue. Et on va inciter à exprimer ces émotions. Alors, on peut les exprimer comment? Alors, évidemment, parfois, il faut aider Serge pour qu'elles émergent et qu'elles s'expriment. Donc, ça peut être au travers du photolangage, juste en parler. Et puis, tu l'as dit aussi, on va échanger autour de ces émotions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as vécu ça? Et puis, surtout, comment pourrions-nous faire autrement? Et puis, qu'est-ce qu'on veut vivre? Surtout, à nouveau, ensemble, de bon et de positif. Ou alors aussi, on peut juste écouter, tu en as parlé tout à l'heure, et puis se taire et accueillir. Ça, c'est déjà énorme. Durant une rétrospective, si on pouvait juste accueillir ses émotions. Mais toujours, la sécurisation, tu en as parlé, Serge, et on va vous le redire souvent, il faut aussi que dans cette rétrospective apparaisse ce cadre sécurisé pour que ces émotions, elles puissent s'exprimer dans la bienveillance. Alors, les impacts, Serge, tu en as aussi parlé en tout début. Évidemment, de parler de ces émotions par rapport à des faits, avérés qui viennent de se passer,
ben, ça va permettre d'aborder des conflits. Les conflits qu'on aime vraiment pas aborder en équipe et qu'on met sous le tapis, et ben là, on leur laisse une place et on laisse la place à la confrontation. Et puis aussi, ça va nous permettre de faire le lien entre émotion et action. Et puis, de prendre conscience aux choix que je pourrais prendre, que je pourrais changer. Et donc, l'équipe devient complètement responsable de ses potentiels futurs choix. Et elle va apprendre à faire des choix qu'on dit en pleine conscience et de façon responsable. Donc, ça entraîne évidemment la conscience, la présence et beaucoup d'écoute. Et comme je viens de vous le dire, ça responsabilise, ça va sécuriser l'équipe, et puis ça va mettre en mouvement, parce qu'on l'a vu, parler de ses émotions, la colère, elle me met en mouvement aussi. Et puis, ça va permettre à l'équipe de grandir en maturité et puis de lancer elle-même une dynamique de régulation à la fois des émotions et des réactions face à ces émotions. Voilà, Serge, pour ce qui est ce deuxième levier. Merci Emma. Troisième levier, la question des rituels. Alors, si on prend l'exemple du plat végétarien à la cantine, si vous y allez, si vous en avez une dans votre entreprise, il a été décidé dans beaucoup d'entreprises de mettre chaque semaine, chaque jour, un plat végétarien. Et donc, on pourrait imaginer que l'équipe se retrouve une fois par semaine pour manger un plat végétarien. Voilà. Alors, pour plein de raisons, parce qu'un kilo de viande, c'est 5 kilos de pétrole, ou parce que c'est de la nourriture de qualité qu'on veut, ou parce que c'est bon pour la santé, voilà, peu importe. Le bénéfice commun, c'est celui qui est perçu en tout cas par l'équipe, et qui engage finalement les membres dans leur comportement. Et ça, en fait, ça crée un petit rituel. Et donc, transposer finalement à l'entreprise, c'est extrêmement puissant, puisque on va focaliser sur un bénéfice, l'ensemble de l'équipe, ancrer un usage, une habitude, fabriquer une nouvelle attitude même d'ailleurs, et puis se mettre dans une démarche d'authenticité par rapport à ça. Donc c'est des petites choses qui sont intéressantes à utiliser petit à petit pour basculer peu à peu vers un nouveau normal, une nouvelle norme sociale qui est celle de notre équipe et qui correspond à la performance et aux modalités de fonctionnement qu'on souhaite, notamment sur les émotions. Comment on agit ? Première chose, c'est de renforcer la conscience de mes émotions. Tu en parlais tout à l'heure. Déjà, être conscient, percevoir l'émotion en fait qui m'anime, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est le premier point pour ensuite pouvoir réguler, choisir en tout cas l'action que je vais lui donner en réponse, si je lui en donne une. Donc ça, c'est un premier point très fort et souvent on a beaucoup de mal à identifier ces émotions. Exprimer le positif, ça c'est très culturel, voilà, très judéo-chrétien européen. On n'exprime jamais le positif. On va exprimer le négatif et on ne peut pas exprimer le positif. Choisir de dire ou de commencer sa réunion en disant ce que j'apprécie chez toi, ce que j'ai apprécié dans notre équipe, ce que j'apprécie, ce que j'aime dans notre équipe, etc. Forcément, ça donne une tournure positive. Et subitement, on s'oblige à parler sur... Voilà, c'est des petits rituels très simples, en fait, qui créent des craintes, finalement, sur des changements de normes. Il y a la question également des émotions intenses qui, de toute façon, vont se manifester, et donc la question de la décharge. Alors, certains vont mettre un petit jardin japonais sur leur bureau, d'autres vont aller se balader, d'autres vont aller fumer une cigarette, d'autres vont aller boire un café, d'autres, alors dans certaines sociétés, on a mis des scream rooms ou des baby-foot ou d'autres choses. C'est en fait très intéressant pour qu'à un moment, s'il y a une intensité émotionnelle qui est forte, on sait que tout le reste va être parasité par ça, autant aller la décharger. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de créer un rituel par rapport à ça. On sait que voilà, ça a cet usage et le normaliser de la même manière. Une autre manière d'agir, c'est la question de la consistance. Le rituel, c'est fait pour être répété. Donc, chaque semaine, chaque jour, etc., commencez avec le rythme que vous souhaitez. Mais il y a cette consistance qui est indispensable. Si vous vous essoufflez, s'il n'y a pas quelqu'un qui va porter vraiment cela, évidemment, ça ne portera pas de fruit. Impact, sécurisation, vous l'en doutez. Facilitation de la communication.
Quand on sait que c'est la norme, en fait, ça devient assez facile après de communiquer, de rentrer dedans. Il faut juste passer les 2-3 premières fois. On accroît la conscience des effets des choix, on normalise et puis on facilite la découverte des bénéfices de l'utilisation de l'intelligence émotionnelle au quotidien. Voilà, Emma. Alors, je vais vous parler du quatrième levier, c'est l'entraînement. En effet, on peut s'entraîner à vivre et à traverser des situations à haute intensité émotionnelle. Alors, je pensais, Serge, moi j'interviens sur des préparations de soutenance d'appels d'offres dans une boîte d'ingénierie, une grosse boîte d'ingénierie dans le BTP. Et il y a pour préparer cette soutenance d'appel d'offres différents corps de métier, hein, des maîtres d'œuvre, des architectes, des gens aussi d'organisations, d'associations. Et cette soutenance d'appel d'offres, c'est vraiment pour l'équipe qui va soutenir une situation très forte en termes d'intensité émotionnelle. Et parce que pourquoi? Après tout le travail qui a été de construire l'offre, tout le travail d'expertise, et tout va se jouer là durant cette discussion. Et c'est là qu'on va faire la différence avec les concurrents. Et c'est un moment qu'il ne faut surtout pas négliger. Et nous, avec cette entreprise, on s'entraîne. On s'entraîne parce qu'il faut que cette soutenance elle soit la plus convaincante possible pour démontrer qu'on est la bonne entreprise. Et du coup, on va s'entraîner à quoi? On va s'entraîner parce que chaque personne, chaque expert qui vient intervenir dans cette soutenance, il arrive avec son lot d'émotions individuelles. Et puis après, il va y avoir aussi un lot collectif d'émotions, puisqu'il va falloir que tous ces gens s'organisent pour prendre la parole à tour de rôle. Et donc là, il y a un vrai travail sur les émotions à la fois individuelles et collectives qu'il va falloir faire. Et donc, on va s'entraîner. Et on va d'abord traiter les émotions de chacun, puis les émotions collectives. Et puis après aussi, il y a un autre travail à faire qui est la visualisation, Serge. On va visualiser. Le public qu'on pourrait en voir en face de nous, la réaction, les émotions du public. On va aussi visualiser la pièce, comment je pourrais me positionner. Donc tout ça, c'est de l'entraînement qu'on va pouvoir faire pour pouvoir apprivoiser ces émotions, ces peurs et devenir de plus en plus efficace dans la soutenance de nos appels d'offres. Voilà comment on peut s'entraîner. Et évidemment, s'entraîner, ça devient du coup un vrai moyen de gagner graduellement en confiance au travers de défis réguliers que je vais me donner pour pouvoir apprendre à gérer le changement. Et pourquoi c'est important de gérer le changement? Parce que le changement, c'est beaucoup d'inconnus. Et que au travers de ce monde VUCA et de ce monde inconnu, il faut devenir changeable, et donc il faut devenir flexible. Alors, comment on peut agir? Dans un premier temps, c'est pas mal dans une équipe d'aller identifier quelles sont les situations que nous vivons et qui sont à haute intensité émotionnelle. Alors, je ne sais pas, hein, je pense, si c'est pour des acheteurs, c'est certainement des grosses négos fournisseurs. Pour les RH, ça peut être des moments de recadrage, ça peut être aussi des annonces, ça peut être une fusion. En tous les cas, c'est pas mal de les identifier et de les lister. Et puis ensuite, il y a l'idée, j'en ai parlé, de la visualisation. La visualisation, c'est bien de pouvoir, en visualisant, mettre la distance entre l'émotion et la réaction. Et à partir de la connaissance de nous et de notre équipe, on va peut-être imaginer des nouveaux scénarios, des meilleurs choix. Que pourrait-il se passer, tiens? Et du coup, on va peut-être choisir de mettre en place un autre plan, un plan B. Et puis aussi, comment on peut agir? On peut agir au travers du jeu. Le jeu, c'est formidable. C'est l'expérimentation et c'est apprendre en expérimentant. D'ailleurs, Changeable a créé un jeu VUCA. Et Serge, si je me trompe, il a été utilisé la dernière fois auprès d'un public de leaders africains.
Et au travers de ce jeu, ils vont traverser des situations à haute intensité émotionnelle. On va les mettre en situation et on va regarder la progression en les mettant de plus en plus face à ces situations. Hein. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure l'habituation. Et on va pouvoir voir la progression. Alors, les impacts, eh ben, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Déjà, ça va créer de la performance. En effet, par exemple, pour ma soutenance d'appel d'offres, elles vont devenir de meilleure en meilleure et on va être de plus en plus efficace. On aura géré ces émotions, cette intensité forte. Ensuite, ça va renforcer la confiance dans l'équipe. Ça va susciter de l'engagement, de la fidélisation. Et puis aussi, on va commencer à oser. On va commencer à prendre des initiatives et voire même des risques, mais des risques sécurisés. Voilà, donc ça va promouvoir la confiance, l'engagement dans l'équipe et non seulement on va se développer, Serge, professionnellement, mais aussi personnellement. C'est du vrai développement perso au travers d'items professionnels. Merci. Dernier point, c'est la question de la stratégie d'intervention. On a parlé pas mal des objections, des freins qui peuvent s'exprimer lorsqu'on veut mettre en place une démarche d'intelligence collective. C'est-à-dire utiliser les émotions dans le quotidien pour pouvoir choisir, décider, orienter sa créativité, etc., par rapport à ses produits et ses services. C'est une démarche qui est longue, puisqu'il y a un inconfort qui est profond, c'est pas dans les normes sociales, donc il y a une adversité qui est intense. Vous devez nécessairement composer une stratégie. Et pour nous, elle a deux axes qui est important. Le premier, c'est l'approche multicanale. C'est bien de faire un espace dédié, voilà, régulier, etc. C'est mieux si vous avez des petits rituels également qui s'y ajoutent. Et si en plus vous utilisez quelques nudges, et si il y a à un moment une couverture X ou Y avec des témoignages ou avec des sensibilisations, etc. Ou à apprendre à parler de ses émotions ou de la CNV ou autres, qui à un moment, voilà, remettent toujours cette question de l'émotion finalement comme un new normal parce que l'aborder sous différents aspects. Donc l'approche multicanale très importante. Et la deuxième chose qui est essentielle, mais je dirais dans toute démarche de transformation, nous on le fait, c'est que s'il n'y a pas de stratégie de propagation, en fait, il n'y aura pas de changement. Hein. Les projets ne s'arrêtent pas au moment où on déploie, au moment où on a fait une réunion, un séminaire, etc. C'est dans le temps, évidemment, et c'est cette propagation qu'il faut pouvoir travailler. Donc ça, c'est évidemment une approche importante. Avec deux bénéfices, hein, normalisation et puis visualisation des bénéfices. Alors, je presse un peu le pas parce que nous sommes juste à l'heure. 5 leviers, donc créer un espace, la rétrospective, les rituels, s'entraîner, et puis composer une stratégie d'intervention. Voilà, où on utilise un peu les nudges, former, expérimenter, et puis la consistance. Hein, c'est un peu les mots qui sont importants. On est arrivé au moment des questions-réponses. Je crois qu'il y a quelques questions dans le chat. Nous avons quelques questions, Serge, ouais, je te le confirme. Je prends la première, Serge? Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Alors, la première, quel test utilisez-vous pour mesurer l'intelligence émotionnelle? Alors, chez Changeable, on utilise le test de l'EQI. Et puisqu'on parle de l'intelligence émotionnelle en entreprise, le test de l'EQI adapté au leadership. À savoir que ce test d'intelligence émotionnelle, il peut se faire de façon individuelle, mais il peut se faire aussi en équipe et il peut se faire aussi, et ça c'est génial, en 360 degrés. Donc voilà pour ce qui est de la première question, Serge. J'ajouterais, pour aller dans ton sens, l'émotion, elle est utile dans l'interaction. Hein, donc c'est surtout les aspects collectifs qui vont nous intéresser parce que c'est là où ça se joue. Hein, c'est là où il y a de l'intensité, c'est là où il y a du challenge, c'est là où on a un vrai levier de travail. Bien sûr, ouais. Deuxième question, il y a Marcel Thomas Michael qui nous demande de façon concrète, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Alors ça, c'est une bonne question. De façon concrète, alors l'intelligence émotionnelle, c'est très récent, hein, ça date des années 90, vulgarisé par Goldman. Il y a deux définitions à l'intelligence émotionnelle. Premièrement, c'est une compétence, celle dont on vous a parlé, cette compétence qu'on a tous, mais à différents degrés, qui est à la fois
de comprendre, percevoir mes émotions, les nommer, les exprimer, et puis de faire de même avec l'autre et d'utiliser ces deux informations pour pouvoir réorienter, ajuster mes choix. Ça, c'est la première définition de l'intelligence émotionnelle. Mais Marcel, il y a aussi une deuxième définition parce que au-delà de cette définition, c'est aussi un ensemble de compétences sociales et émotionnelles. Dans notre test EQI, par exemple, il y en a 15 et qui sont des compétences, ou qu'on dit émotionnelles et sociales. Donc, c'est à la fois une compétence en elle-même, l'intelligence émotionnelle, qu'on a tous, mais à différents degrés, et c'est aussi un ensemble de compétences émotionnelles et sociales, dont on va retrouver dedans l'empathie, l'intelligence sociale, etc. Voilà pour ce qui est de la deuxième question. Et d'ailleurs, l'intelligence émotionnelle donc vient au-dessus de l'intelligence, quand je dis au-dessus, de l'intelligence cognitive. Hein. Donc, c'est autre chose, une autre dimension. Une autre dimension, mais c'est une dimension profondément humaine hein, et qui est directement liée à cette question de la maturité. Ouais, et Serge, je me permettrais de dire que pas qu'humaine, hein, parce que efficace aussi, souvent, ce qu'on oublie, c'est que l'intelligence émotionnelle, les grands leaders, au-delà des capacités cognitives, ils ont cette intelligence émotionnelle. Et cette intelligence émotionnelle, ben, le fait que je suis capable de réorienter mes choix par rapport à ce que moi je vis comme émotion et ce que l'autre vit comme émotion, eh ben, ça me rend drôlement efficace. Donc, il y a une vraie efficacité aussi du leadership au travers de l'intelligence émotionnelle. Dernière question, c'était quelle est la part de l'intuition versus l'expertise en intelligence émotionnelle? Je ne suis pas sûr de comprendre bien la question, mais est-ce que tu as une idée de réponse? Alors, la part de l'intuition, alors là, par exemple, on pourrait, en intelligence émotionnelle, on pourrait parler de la prise de décision. Dans la prise de décision, il faut à la fois de l'intuition et de l'expertise. Mais Laurent, si je peux me permettre, quand on creuse en psychologie, on se rend compte que l'intuition, elle vient aussi par rapport à des expériences, une accumulation d'expériences qu'on s'est faites. Même si elle jaillit soudainement, elle vient d'expériences aussi qu'on a traversées. Et dans la prise de décision, il faut à la fois et de l'intuition et bien sûr de l'expertise. Il faut les deux, c'est le « et ». Voilà, bah écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Merci en tout cas de ces questions-là. Le prochain webinaire que nous animerons sera le 25 avril. Et là, on parlera de l'intelligence collective, évidemment, qui est directement connectée à l'intelligence émotionnelle, vous l'aurez compris, mais sur d'autres aspects. Merci Emma, merci à tous d'avoir participé. Merci à vous. Et n'hésitez pas à échanger avec nous, avec les petits boutons d'action, nous envoyer un message si vous souhaitez avoir des approfondissements. Et on vous dit très belle journée. À très vite. Au revoir.